avec l'UNESCO. Donc, Absolument. avec l'UNESCO et avec l'ICROM, ça, c'est le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, oui, oui. Pour protéger le patrimoine. Parce que des fois, on oublie, parce qu'ils ont besoin de nourriture, mais il y a aussi, quand notre mémoire, la mémoire d'un pays se perd ou se dévaste. En fait, par exemple, pour un endroit comme le Mali, et le Sahel en général, mais le Mali en particulier, on a bien compris ça et on a investi beaucoup dans, justement, avec une organisation comme l'UNESCO, puisque c'est vraiment son mandat. Et même en tant que mission de paix, on ne s'imagine pas qu'une mission de paix va travailler dans des domaines culturels, mais en étant moi-même convaincue. Et vraiment, j'ai beaucoup poussé avec les bailleurs de fonds là-bas aussi, en disant il faut absolument qu'on finance, qu'on soutienne les aspects culturels, que ce soit les questions de patrimoine, l'art, la musique. La culture et l'art réunissent. Oui, parce que le Mali, c'est cela. Oui. Le Mali sans cette culture, ça ne pourra pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses dans le domaine pour la culturel. Exactement. Troisième photo. Ah, c'est une femme malienne. C'est une femme malienne. C'est aussi. Vous aimez beaucoup cette photo. Pourquoi? Oui, parce que on avait fait une mission justement avec la FAO, l'organisation pour l'agriculture, avec la FAO, pour faire justement des projets de maraîchage dans une zone désertique qui est Tombouctou, justement, un peu plus loin même à la sortie de la ville. Et cette femme, on était là, tout un groupe, avec bien sûr tous les experts, avec les communautés, et puisque les femmes elles sont des battantes, elles travaillent énormément, et c'est elles qui nous ont demandé vraiment de leur faire ce genre de projet. Et cette femme est venue vers moi avec des très très belles carottes que je ne trouvais même pas à Bamako, n'est-ce pas? Mais qu'on a trouvé là-bas en plein soi-disant désert de Tombouctou. Mais elle me dit, mais vous voyez, grâce aux investissements que vous faites, à ce que vous nous donnez, regardez les carottes que l'on peut produire ici. Et elle avait un visage rayonnant, vous voyez, un gros sourire, alors qu'elle est une femme très pauvre, avec beaucoup d'enfants. Il y en a un derrière, justement sur le dos. Mais elle était rayonnante, elle était heureuse parce qu'elle pouvait travailler. Elle me dit je me rappelle bien, elle dit, tout ce que je veux, c'est que vous me donniez un peu, vous me soutenez pour commencer, et moi je travaillerai tous les jours, je produirai et je vais vendre et je vais faire nourrir mes enfants et je veux qu'ils aillent à l'école. Et c'est ça qui fait énormément plaisir. Justement, qu'est-ce que vous avez appris auprès de ces femmes, auprès de ces populations vulnérables qui n'ont presque rien et puis qui continuent à vivre et qui gardent le sourire? Ça, c'est très propre aux populations subsahariennes. On l'a dit tout à l'heure, qui s'habillent avec des couleurs et puis qui sourient, qui ratent pas une occasion pour faire la fête. Qu'est-ce que ça peut nous donner, nous, comme leçon, qui sont blasés quand on a l'eau, quand on a une maison, quand on a... Qu'est-ce que vous avez appris, surtout sur le plan personnel? En fait, je crois qu'on fait une grosse erreur quand on dit ils sont pauvres, les pauvres. Ouais. Vous savez, c'est ça j'ai beaucoup vu ça que ce soit en Afrique ou en Amérique centrale. On parle toujours les pauvres. En fait, j'ai découvert que, d'accord, ils sont pauvres au niveau matériel. Ils n'ont pas la télé, mais ce qu'ils ont, c'est bien autre chose. Ils sont ensemble, ils sont en famille, ils sont unis, et ils espèrent beaucoup. Et en fait, parfois, ils n'ont pas vu autre chose. Vous voyez? Et c'est ça la grande différence. Nous venons avec nos grandes philosophies il faut faire ceci, il faut le droit de ceci. Mais ces gens-là n'ont pas vu autre chose. Et peut-être il faut juste améliorer leur contexte. Oui. Et ils n'ont pas besoin d'avoir peut-être toutes ces choses matérielles que nous pensons nous rendent heureux. Mais pour eux, c'est autre chose. Donc, ils ne sont pas aussi pauvres qu'on le pense, ou bien c'est la notion, le concept de pauvre. Mais je crois il faut de la dignité et il faut un minimum. Ce qu'on appelle les services sociaux de base doivent être pourvus. L'école, justement, parce que là, je voulais vous le dire, parce que vous êtes depuis 2014 en poste à la tête de la MINUSMA, presque
10 ans, 9 ans. Oui. Ah oui, vous avez fait beaucoup de choses là-bas. Quelles sont les actions dont vous êtes le plus fiers? Je sais que vous êtes beaucoup engagé pour la scolarisation, les routes, l'eau potable. Quelles sont les choses les plus importantes et les plus marquantes de ces 9 années, même si je sais que c'est au quotidien? Oui, effectivement, en tant que responsable de cette section, et c'est une section, je dirais, c'est la section opérationnelle Oui. De la mission, et tous les jours, on fait des projets, on met en œuvre des projets, et on a toutes sortes. Par exemple, voilà, les projets d'eau, puisque il ne faut pas oublier toute la partie nord du Mali, qui est normalement, c'est la partie en conflit, où il y a un conflit, la partie nord, c'est un grand désert. Le Mali est un pays énorme. C'est un grand désert. Et les gens ne vous demandent qu'une chose, nous voulons de l'eau. Et alors, nous voulons de l'eau. Et quand vous faites un simple puits, vous changez toute la dynamique d'une communauté ou d'une population. Donc, on a fait beaucoup de puits. On a permis à ce que les gens aient des entrées d'argent. On a fait beaucoup de projets avec des associations féminines, justement au niveau artistique. On leur a permis justement de faire un peu encore des petits, peut-être parfois des petits revenus, mais qui leur ont permis encore une fois d'avoir accès à d'autres services. Oui. On a fait des projets extraordinaires, par exemple des lampadaires solaires. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, nous avons un grand désert, nous avons le soleil toute l'année, n'est-ce pas? Et voilà, on a fait énormément de projets pour illuminer des quartiers qui sont normalement dans le noir. Et ça a donné d'accord de la lumière, mais ça a permis aux gens d'être en meilleure sécurité, puisqu'il y a de la lumière. Ça a permis à beaucoup d'enfants d'être déjà sous les lampadaires solaires, à travailler, à étudier, avoir une dynamique économique, des petits commerces qui restent ouverts tard parce qu'il y a la lumière. Donc c'est tout un symbole. Ce sont peut-être des petits projets, mais qui ont un grand impact. Grande portée. Oui, grande absolument. Portée. Alors, moi, j'allais vous dire, Loubna, dans tout ça, quand vous travaillez pas, même si ça ne se termine jamais, comment vous ressourcez? J'ai vu une photo défiler où, vous faites de la peinture. Oui. Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que votre conjoint est loin, votre famille est loin de vous. Puis, quand vous avez un moment pour vous, qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites un peu de peinture, mais ouais, justement, comment faire pour, pas faire le vide, non, comment faire pour un petit peu se détacher, pour recommencer le lendemain avec une nouvelle énergie? Moi, mon énergie, ça a toujours été le sport. Moi, j'ai été très sportive depuis très jeune. Donc, là où je suis, je n'ai pas nécessairement besoin d'une salle de sport. Je peux faire beaucoup de sport même à la maison, même si je n'ai pas même la possibilité de sortir de la maison pour des raisons de sécurité ou autre. Donc, je fais du sport. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup la lecture. Donc justement, qui m'éloigne. Les livres, qui m'éloignent un peu de la réalité où je suis. Voilà, je fais du dessin. Je socialise. J'ai des amis. On sort, on se retrouve, on parle d'autre chose. Je prends des cours de chant. Donc, en fait, dans chaque pays ou dans chaque zone, j'essaye de trouver quelque chose qui me stimule. Et ça ne demande pas beaucoup. Ah oui, vous avez parlé d'amis, là, on vous voit avec Alpha Blondy. Oui, ça c'est... J'ai beaucoup d'autres amis, mais bon, Alpha Blondy, c'était une belle expérience en Côte d'Ivoire. Vous avez été un peu partout. Oui. C'est où chez vous? Où est-ce que vous vous sentez chez vous? En fait, c'est la question que je ne voulais pas avoir, mais puisque vous me la posez, je me suis posé cette question pendant, je crois, plus de 20 ans. Où je me suis toujours considérée comme une citoyenne du monde, parce que j'ai habité dans tellement de pays où j'ai soit étudié, soit travaillé, j'ai eu des connexions avec des gens, et partout je me suis sentie bien, en fait. Et en fait, c'est tout récemment que
finalement, on est citoyen du monde, d'accord, mais moi j'ai toujours été très, très marocaine, très fière de l'être et de le répandre partout. Donc, finalement, on vient de quelque part. Et je crois les racines appellent. Donc, je me dis, oui, j'ai ma maison ici, au Maroc, depuis pas très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis tout le temps. Je crois que le fait. Est-ce que vous envisagez, après votre mission, surtout pas finir vos jours, continuer en fait ici? C'est ici? En fait, c'est un petit projet. Un petit projet. Un petit projet. Je me dis, voilà, c'est pour déjà. Une fois que j'aurai fini officiellement, comme on ne finit jamais, mais officiellement, parce qu'il y a bien un âge de retraite, voilà, avec les Nations Unies, que je rentrerai au Maroc, déjà premièrement pour découvrir mon pays, parce que je ne le connais pas assez, et aussi pour continuer cet engagement, mais de manière différente. Il y a beaucoup de choses à transmettre, il y a beaucoup de choses à donner, beaucoup de vocations. Avec notamment avec les jeunes filles, les jeunes femmes, vraiment les stimuler, les influencer, pour dire oui, on peut aller ailleurs, c'est bien, notre pays est magnifique, mais on a besoin aussi d'aller ailleurs, voir, et après, pour encore l'apprécier plus, peut-être. Oui, pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Alors, des griots, ce qu'on appelle des griots. Oui. Qui descendent d'une grande lignée de familles griots au Mali. Et ils jouent cet instrument qui est absolument fascinant, la kora, que j'ai découvert justement en étant au Mali. Et d'abord, la musique est c'est tellement apaisant. Et c'est une musique, moi, qui me transporte. Quand, justement, je suis à la maison, je mets la musique, la kora, presque tous les jours. Et vraiment, ça me transporte. J'ai l'impression que je vais dans des paysages, avec des nomades, dans le désert. Et c'est une musique qui, je n'arrête pas de l'entendre, de l'écouter. C'est très, très inspirant, je trouve. Oui. Et c'est très paisible, alors que nous vivons dans un monde ou dans un pays qui n'est pas tellement paisible. Mais eux, ils me mettent vraiment dans une condition très, très à l'aise, très paisible, et ça régénère encore. Oui, ça régénère, ça nous ramène l'importance de la culture et de l'art pour apaiser les âmes et les tensions et les hommes. Absolument. Merci beaucoup, Loubna Ben Hayoum, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous ce parcours de vie. J'espère que vous reviendrez une fois votre mission finie, et que vous pourrez partager avec le maximum de Marocains et de Marocaines cette envie, cette vocation de l'humanitaire. Merci, merci infiniment. Merci à vous, madame. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Tout le plaisir est pour nous. Madame, monsieur.